Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr. Nous sommes le jeudi 30 juillet 2015, au lendemain d'une non-décision de la Réserve fédérale des États-Unis. Nous étions encore ensemble hier soir. Vous avez sur le site le replay du décortiquage du communiqué de la Fed. Suite au communiqué de la Fed, sur lequel je vais brièvement revenir, mais qui globalement ne mentionne pas les risques macroéconomiques, se concentre sur l'économie des États-Unis. Pour les Américains, de manière générale, le monde, c'est les États-Unis. Donc ils ont beaucoup de mal avec les risques qui peuvent provenir de l'extérieur. Parfois ils les mentionnent, parfois non. En tout cas, pas une seule mention à la Chine, par exemple, hier, dans le communiqué de presse. Deux conséquences immédiates hier, suite au communiqué de la Fed. Les rendements obligataires aux États-Unis en hausse, l'environnement général des taux d'intérêt de marché aux États-Unis en hausse. D'une certaine façon, les taux d'intérêt du marché prennent de l'avance sur ceux de la Fed, et arrivera bien un moment où la Fed devra relever ses taux, tout simplement pour s'aligner avec la réalité du marché. Donc, le dollar américain haussier, les taux haussiers, et les marchés actions US qui ont tenu des supports majeurs, c'est ce que nous avions vu d'ailleurs dès mardi, notamment l'indice Dow Jones des valeurs industrielles, tout simplement parce que la Fed ne se pressera pas non plus pour les relever, ces taux d'intérêt. Alors, ce jeudi 30 juillet, très important. C'est la journée la plus importante sur le plan des grands agrégats macroéconomiques. La première estimation du PIB des États-Unis au second trimestre. Ce matin, le rapport mensuel de la Banque Centrale Européenne. Et cet après-midi à 14 h, la première estimation du régime des prix en Allemagne au mois de juillet. C'est important, pourquoi? Parce que demain, nous aurons la première estimation de l'inflation pour la zone euro, mais comme chaque mois, 24 heures avant les chiffres pour l'Union européenne, l'Allemagne produit ses chiffres. Et c'est généralement considéré comme globalement précurseur. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Je vous rappelle que demain aura lieu la grande conférence en ligne FXM DailyFX, enfin, chaque dernier vendredi du mois. Nous sommes demain le vendredi 31 juillet, et j'aurai le plaisir de recevoir un certain nombre d'intervenants, et notamment dès 9 h, Caroline Domanine, sur l'impact de la psychologie des neurosciences sur l'activité de trading. Puis il y aura des sessions de trading réelles, des experts, des points de marché, bref, il y a tout un programme. Où trouver le programme? Vous allez sur la page d'accueil de DailyFX, je viens de l'ajouter. Donc en home page, la page principale de dailyfx.fr, vous avez le programme complet. Pas d'inscription nécessaire, simplement vous rendre demain à 8 h 45, là où vous êtes maintenant, à savoir dans la salle de webinaire de DailyFX. Alors, nous sommes le jeudi 30 juillet. Ce matin, le chômage allemand à 9 h 55, une statistique importante certes, mais l'Allemagne n'est pas réellement un thème d'inquiétude pour les marchés financiers. Mais malgré tout, c'est important. Avec un marché du travail en Allemagne qui tend vers le plein emploi. D'ailleurs, le marché envisage un taux de chômage allemand au mois de juillet à 6,4% de la population active. Moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est trois éléments. Le premier, le rapport mensuel de la Banque Centrale Européenne. Un rapport mensuel, c'est un rapport où les experts internes, les banquiers centraux, font un travail de prévision économique. À 14 h, l'indice des prix à la consommation en Allemagne au mois de juillet. On va notamment se concentrer sur l'inflation sous-jacente et non pas l'inflation corps. Enfin, c'est la même chose, excusez-moi, autant pour moi. Et surtout, à 14 h 30, la première estimation du niveau de la croissance économique aux États-Unis au second trimestre, mesurée par le taux de variation du produit intérieur brut. Ça, c'est à 14 h 30 et ce sera majeur. Donc, un calendrier macroéconomique chargé aujourd'hui, de conséquences immédiates du communiqué hier produit par la Fed. Alors, la Fed a laissé comme prévu ses taux inchangés. Le communiqué publié hier soir n'a mentionné que et uniquement l'économie américaine. Elle se reprend à un rythme modéré. La Banque centrale atteste l'amélioration significative du marché du travail aux États-Unis, la reprise générale du prix de l'immobilier. Globalement, toutes les options restent ouvertes. Il reste d'ici la fin de l'année 3 réunions monétaires de la Réserve fédérale, septembre, octobre, décembre. Dans sa dernière conférence de presse, la présidente de la Fed a bien dit que la hausse des taux aurait lieu en 2015.
Mais au fond, ce sera peut-être ce jour-là un non-événement, puisque la réalité des taux d'intérêt aux États-Unis fait que ça fait déjà un an qu'ils montent, les taux d'intérêt. Prenez le rendement obligataire américain à 10 ans. Encore hier, il montait de 2,5%. Bref, c'est beaucoup. Alors, la meilleure façon d'ailleurs d'illustrer l'évolution haussière des taux d'intérêt aux États-Unis, ceux du marché, pas ceux de la Fed, c'est tout simplement de regarder cette magnifique courbe haussière du dollar américain depuis le 1er juillet 2014. Il a gagné 20% le dollar américain depuis un an. Alors au fond, le jour où la Fed montera ses taux, eh bien d'une certaine façon, est-ce peut-être déjà anticipé par le marché. Par contre, ce qui n'est pas anticipé, c'est le rythme à venir. Y aura-t-il plusieurs relèvements des taux, ou juste un seul? C'est sûrement ce qu'il y a de plus probable, parce que faut pas non plus exagérer, même si l'économie américaine se reprend, elle traîne quand même comme un boulet d'autres zones économiques mondiales auxquelles elle est liée. Il ne faudrait pas non plus qu'elle vienne tuer sa croissance. Alors moi je vais zoomer sur la réaction hier du dollar américain. Nous étions pour certains ensemble, pour d'autres non. Le dollar américain hier a parfaitement réagi sur un niveau de support. Vous avez sous les yeux les bougies japonaises du Dow Jones FXM Dollar Index. Dow Jones FXM Dollar Index, rebond sur 11 977 points. Le dollar a tenu son support mais n'a pas encore inscrit de nouveau sommet, mais concrètement réagit bien. Globalement, le marché est en mode risk on, vous l'avez compris. Les devises de financement sont fermement vendues, le yen est vendu, l'euro est vendu, le dollar américain est acheté. À nouveau ce matin, le dollar canadien est vendu. Hier, il a connu un rebond technique à travers la consolidation de l'USD CAD et du GBP CAD parce qu'il y a eu un déstockage hebdomadaire de 4 200 000 barils de pétrole de stock de brut aux États-Unis, alors que le marché envisageait un restockage. Mais ce n'est qu'un chiffre hebdomadaire. La tendance de fond n'est pas modifiée. À savoir le restockage progressif de barils de pétrole donc aux États-Unis. Et ce restockage exerce une pression baissière sur le prix. Plus le restockage est fort, moins la perspective de consommation est importante. C'était donc l'opportunité de se placer à short du CAD à travers des achats sur support du taux USD CAD ou GBP CAD. Risk on, attrait pour le risque. Laissez-moi vous montrer quelques graphiques en données journalières avant de revenir sur la suite des événements. On va faire un panorama très limpide et bref de tous ces éléments-là. Les devises de financement sont vendues face au dollar américain. L'USD yen, c'est haussier. L'euro dollar, c'est baissier. Le XAU-USD, c'est baissier. L'ours d'or ne vaut rien, encore une fois. Et ne rapporte rien. Dollar américain est haussier. La reprise des marchés actions a démarré en début de semaine par une belle structure technique sur un des indices de référence de la finance mondiale, le Dow Jones. Moi, ce qui me plaisait sur le Dow et le DAX, on va dire que le DAX fait référence pour la zone euro et le Dow pour Wall Street, c'était d'une part des niveaux de support sur l'indicateur technique RSI. Alors vous avez sous les yeux l'indice US 30. Moi ce qui m'intéresse, ce dont je vous ai parlé hier, c'était cette structure en bullish engulfing, avalement haussier sur le Dow. Un avalement haussier, structure de creux sur support majeur, c'est haussier. Les perspectives restent haussières à Wall Street. Donc mécaniquement, les marchés actions de la zone euro sont aussi très bien orientés, avec un rebond de l'indice Eurostoxx 50 sur 50% de retracement de l'avancée significative du marché entre le 8 juillet et le 20 juillet suite à l'écartement du risque de sortie de la Grèce de la zone euro, c'est du passé maintenant. Sur le DAX, ce que j'appréciais, c'était le canal haussier ici, sur le RSI en données journalières. Et on s'est bien repris ici dans la partie basse, et donc je pense que le DAX est reparti pour cette fameuse cinquième vague. Alors on a fait un retracement du temps 2, du temps 1 de la 5, assez profond tout de même. On a fait un retracement de 61,8%. Mais ça relance. C'est pas aussi propre que le Dow, aussi impulsif que le SP500, mais ça n'en reste pas moins haussier. Belle reprise de l'indice CAC 40
sur 50% de retracement du point de vue des prix, et sur le RSI pullback sur une structure en wedge dont l'indicateur technique était sorti par le haut lorsque le marché a enchaîné 9 séances consécutives de hausse autour de mi-juillet. L'attrait pour le risque général se retrouve sur la construction technique du taux USD-Yen. Je suis assez satisfait de l'USD-Yen parce que j'avais réellement envisagé que les 123 yens remobilisent les acheteurs. C'est ce qu'il s'est passé lundi. Le taux USD-Yen retourne chercher les 124,40, mais cette fois-ci c'est pour passer. J'apprécie sur le taux USD-Yen l'utilisation de l'indicateur technique RSI dans le sens de la tendance, à savoir un rebond de l'indicateur sur le niveau des 50. Alors, lorsque le RSI vaut 50, c'est lorsque sur la période étudiée, ici 14 jours, les variations haussières sont équivalentes en proportion aux variations baissières. Les prix sont haussiers, le RSI évolue dans le sens de la tendance. Le fait de voir le seuil des 50 agir en tant que support, c'est classique d'un marché haussier. Je vise, dans le cadre d'un mouvement en 3 temps, un mouvement proportionné, la cible suivante sur le taux USD-Yen à horizon 2 semaines, simplement revenir chercher les 125, voire même les 125,50 yens. Alors bien sûr, le signal serait donné sur le taux USD-Yen par la cassure de la résistance à 124,40. L'USD CAD, regardez, c'est juste incroyable, un magnifique marteau sur une ligne de tendance. Moi j'appelle ça le principe du premier test. Une ligne de tendance existe dès lors que vous avez 2 points à lier. 1, 2. Le principe du premier test, c'est sans se poser de questions, acheter la ligne de tendance haussière au 3e point de contact. C'est finalement le premier test, puisqu'il faut 2 points pour la créer. Le 3e point de contact, c'est le premier test. La probabilité que le premier test agisse est bien sûr supérieure au 4e, 5e, 6e. Donc on a fait un marteau. J'apprécie l'échec du pétrole sous résistance. Et je pense que le taux USD CAD peut revenir tester les 1,3060. Alors mécaniquement, la réaction haussière hier sur les rendements obligataires aux États-Unis et sur le dollar américain, portée par un communiqué de la Fed qui ne mentionne pas les risques, mais qui met en avant toutes les bonnes raisons macroéconomiques un jour de relever les taux aux États-Unis, alors que c'est à lieu ou pas, peu importe, c'était quand même très surprenant que la Fed ne mentionne pas les risques, comme si elle ignorait le monde. Alors que tout le monde parle de la Chine, encore lundi, Shanghai faisait -8, et la Fed, ça n'existe pas pour elle. C'est les États-Unis qui comptent. USA first, d'une certaine façon. Alors d'un point de vue de l'analyse technique, le signal vendeur sur l'once d'or a été donné lorsque le marché a cassé les plus bas de l'année 2014, en cassant la zone support comprise entre 1130 $ et 1142 $. Signal de vente. Vous avez ici l'US Dollar Index. On peut assez facilement visuellement constater la corrélation négative. Le dollar américain avance, l'once d'or recule. Mais l'once d'or recule davantage parce que les fondamentaux de ce marché sont baissiers, et notamment les récentes données de consommation de matières premières et d'évolution des stocks de matières premières, et c'était notamment l'évolution du stock d'or en Chine, qui a influencé ce marché. Et c'est d'ailleurs suite à ces statistiques de stock en Chine, à l'ouverture du FX dimanche, c'était le 20, dans la nuit de dimanche à lundi, que l'once d'or avait brisé ses plus bas de l'année 2014, engageant les cibles de l'année 2010, alors qu'ils sont représentés ici à l'aide de niveaux de chartistes horizontaux. Je vous montre à quoi elles correspondent. Je suis allé chercher tous ces points horizontaux du dernier trimestre 2009 et de l'hiver 2010. Ce sont pour moi autant de cibles à viser lors des prochaines semaines. Ce que fait l'once d'or en D1, c'est juste propre. Une jambe de baisse, un fanion. C'est vraiment un beau fanion, quoi. On n'en est pas sorti, par contre. On n'en est pas sorti. On peut encore rester dedans, franchement, tout le mois d'août. Ah, j'exagère. On peut rester dedans jusqu'à la mi-août. Mais mon sentiment, c'est qu'on en sortira par le bas. Alors, je vais déterminer la cible théorique si on en sort par le bas. Ce qui me donnerait comme cible immédiate 1050. Donc on ne va pas s'emballer parce que je pense qu'entre 1000 et 1050 des acheteurs peuvent intervenir, mais je dirais que 1050 me semble une bonne cible, et je pense qu'il faut vendre les résistances, soit la partie haute du triangle,
Bon là, éventuellement, regardez si on effectue un pullback sous cette oblique. Alors moi, c'est pas cette oblique ici qui m'intéresse. Je vais tracer une qui est vraiment pertinente. Celle-là, je la retire. Voilà, c'est celle-ci. Celle qui attrape le mouvement récent. L'idée, c'est que l'once d'or pourrait dériver à plat dans cette pattern triangulaire jusqu'à venir ici chercher cette oblique. Donc, ce qui peut finalement faire dériver latéralement ce marché jusqu'à la mi-août. Là, en raisonnant ici, cette fois-ci, sur l'axe des abscisses. En tout cas, réaction baissière. Le pétrole. Alors le pétrole a entamé hier une reprise technique, un rebond technique. Jusqu'à où ce rebond peut nous mener, je ne sais pas réellement. J'identifie une première résistance horizontale aux alentours des 50 $. J'observe ici le rôle de la moyenne mobile à 20 jours. Elle passe encore au-dessus du niveau actuel des cours. Il est possible que le marché se reprenne dans cette direction. En tout cas, je pense que dans cette zone-là, le marché pourra rebaisser. Peut-être qu'on fait une espèce de reprise en drapeau. Il faut que j'étudie le graphique intraday. C'est ce que je vais faire dans un second temps dans ce point de marché. Mais je tenais à revenir sur ce que j'estime être le plus important. C'est donc cette réaction positive du dollar US sur support. Et d'ailleurs, en données journalières, lorsque vous étudiez l'US dollar index de FXCM, on a une structure en avalement haussier. Lorsque vous étudiez le taux de change euro-dollar en données journalières, alors l'euro est globalement vendu sur le FX parce que l'euro globalement est en train d'attraper le statut du yen, étant donné que les cycles monétaires zone européen et japonais se ressemblent de plus en plus. Il y avait quelque chose qui techniquement m'intéressait sur le taux de change euro-dollar, c'était cette divergence baissière cachée de momentum en données journalières. Elle était très propre, d'autant plus que le taux de change euro-dollar échouait sous cette oblique de résistance, ici en données journalières. Pour moi, le risque maintenant, c'est de voir l'euro-dollar baisser en direction des 1,08-20 $. De revenir chercher ici ce niveau horizontal. Alors, pour les graphiques en données journalières, concrètement, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Maintenant, je vais passer sur ce qui vous intéresse peut-être davantage, l'intraday, les bougies horaires, voir ce qu'on pourrait envisager. On va passer en revue GBP4, USD4, d'autres paires de devises. Alors, je regarde les tout premiers commentaires. Alors, l'intraday. L'euro-dollar, bon, ça c'est le graphique que nous avons étudié hier. On a donc cette oblique de résistance. Alors bon, hier on a eu de la vol quand le communiqué de la Fed a été publié. On constate que le marché est revenu chercher l'oblique de résistance. Ce qui m'importait, moi, c'était clairement la clôture vis-à-vis des indices 18, cassure. Cassure hier à 21 h, à la clôture de ce chandelier horaire. Signal de vente. On a un premier niveau horizontal ici. Un second niveau horizontal ici, pas de div. À court terme, on est probablement dans ce type de petit canal. Et l'idée c'est que voilà, c'est que le marché reste à l'intérieur pour rejoindre ici donc ce niveau des 1,0925. Bon, après, il n'y a pas d'indication technique bien particulière ici en H1. Ce qui est certain, c'est que si on pullbackait sur ces indices 18, ce serait, je pense, ici une bonne zone pour attraper justement une stratégie négative. Alors, on va étudier les indices boursiers de la zone euro, notamment le DAX et le CAC 40 en intraday. Alors, c'est pas comme à Wall Street, la zone euro. On avait donc relevé dès lundi l'amorce de signaux de stabilisation, mais une reprise qui est globalement quand même très lente, faut l'admettre. Le DAX, d'ailleurs, au moment où je vous parle, est en train de tester une oblique de résistance. Pour l'instant, il ne la franchit pas. Mais on est toujours dans un rythme de reprise mais qui est très très progressif et qui reste volatile au fond, avec des mèches hautes et basses un peu partout. Alors, que peut-on envisager? Peut-être ici ce canal de reprise. Et on évolue à l'intérieur. Bon, on se reprend de manière très progressive, mais pour l'instant, globalement,
il y a une dynamique des prix qui est globalement favorable, même si voilà, c'est très loin d'être directionnel, et on est très loin du mouvement de reprise très fort qui avait eu lieu entre le 8 juillet et le 20 juillet. Je resterai globalement méfiant sur les marchés actions de la zone euro, ce n'est pas Wall Street. On sent qu'il y a un niveau de volatilité quand même qui reste assez important sur les marchés actions de la zone euro. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi sur le CAC, même si on a une construction qui est un peu plus forte. Ça a notamment été hier permis par le rebond technique de Total et de Technip, les deux représentants du secteur pétrolier dans l'indice CAC 40, avec cette reprise du prix du pétrole. Actuellement, tout comme le CAC, tout comme le DAX, ce marché teste ici une résistance. On a probablement ici un niveau horizontal qui est décisif pour la suite. Autant je pense que sur le DAX, les 11 250 sont décisifs. Et j'ai pas changé d'avis par rapport à ce que j'établissais hier. Il faudrait réellement voir le DAX s'affranchir des 11 250 points pour qu'il retrouve une configuration swing réellement haussière. 11 250, ce sont des niveaux de prix que le marché teste actuellement, même si globalement on a un momentum général qui est positif, mais une hausse qui est quand même très progressive. On a le même type de reprise sur l'indice CAC 40 depuis les 4900 points, une espèce de canal de reprise qui est assez propre, mais qui est très progressif. Voilà, et d'ailleurs le CAC là teste la partie haute de son canal haussier de reprise, plus cette oblique de résistance. Les 5055, 5060, on va dire 5060, c'est un peu pivot. Alors, on serait vraiment rassuré sur le plan graphique si le CAC réussissait à s'affranchir de cette zone de résistance. Alors naturellement, ce qui va aujourd'hui beaucoup jouer, c'est le niveau de la croissance économique aux États-Unis au second trimestre. Ça, c'est très important. C'est à 14h30. Il ne faut pas décevoir à ce niveau-là. Il ne faut pas décevoir. Il y a une probabilité non négligeable que cela entretienne la dynamique de reprise. Après, vous savez, il ne faut pas s'attendre à une remontée du CAC en ligne droite, voire à l'inscription de nouveaux sommets. Le CAC prend déjà 17% depuis le début de l'année. On peut parfaitement rester dans un range jusqu'à la fin de l'année. 4900, 5003, on sera déjà sur des niveaux élevés. D'ailleurs, lorsque je regarde le graphique mensuel du CAC, c'est comme ça que j'envisage les choses. Alors un instant. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le CAC 40, un momentum positif, mais qui reste progressif. Admettons tout de même que la baisse des devises de financement, le yen, l'euro, c'est quand même une bonne chose. Le positionnement vis-à-vis du risque, il est surtout très net sur le short euro-dollar, le long USD-yen. Il y a des mouvements à attraper, plus limpides que sur les indices boursiers. Le dollar canadien est à nouveau revendu. À la configuration latérale du GBP CAD dans le sens de la tendance s'ajoute une compression en biseau sur le RSI qui m'invite toujours à défendre les 2,05 sur ce marché. Bon, moi j'ai surtout apprécié la réaction très positive du taux USD CAD sur cette ligne de tendance dont je vous parlais à l'instant en données journalières, avec une réaction positive au-dessus de la moyenne mobile simple à 20 jours. Alors je suis ici sur les bougies H4, mais il y a la moyenne mobile simple à 20 jours. Il y avait une divergence haussière H4 sur l'USD CAD, ici qui était pas très visible, mais néanmoins il c'en est une. Au-dessus de la ligne de tendance, au-dessus de la MM 20 jours. Bon, bah, là, il y avait toutes les bonnes raisons techniques de vouloir passer long, après la conso bien vue sous les 1,3060. Et à cela s'ajoute ici une configuration en chandelier japonais qui s'appelle une ligne pénétrante haussière. Donc il y avait la div, la ligne de tendance, la MM20, la ligne pénétrante. Un certain nombre d'arguments qui permettent de réenvisager la capacité de l'USD CAD à revenir tester les 1,3060. Alors on attend bien sûr le PIB des États-Unis cet après-midi, demain le PIB du Canada. Mais concrètement, voilà, c'est plus ou moins cette lecture-là que moi je vous proposerai donc sur ce taux de change. Alors on va regarder les paires majeures. Le dollar américain aujourd'hui pourrait établir de nouveaux sommets. Si le dollar américain établit de nouveaux sommets,
Cela se confirme notamment sur le l'once d'or. Alors le RSI H4 de l'once d'or a cassé une oblique. Ça c'est vraiment baissier. Sur le gold. Alors on n'est pas encore sorti de la phase de transition latérale sur le gold, mais on a donné ici un signal de vendeur. Par contre je pense que le gold avec un PIB US tout à fait satisfaisant pourrait retomber en direction des 1071. Moi je vous ai expliqué viser 1050. Voilà, 1050 en août. Le signal serait donné par la cassure des 1070. Le triangle symétrique, le fanion dont je vous parle sur l'once d'or, je vais ici le positionner en données 4 heures. Voilà. Donc je pense que même on aurait le signal de vente vers 1050 avant la cassure des 1070. Une jambe de baisse, une configuration comme ça triangulaire, le RSI H4 qui a déjà cassé l'oblique. Je me dis aujourd'hui qu'avec un bon PIB US et un dollar US qui serait fort, l'once d'or pourrait réellement sortir par le bas de cette configuration triangulaire. Donc, vous savez, le Speculative Sentiment Index de FXCM reste majoritairement à l'achat sur ce marché. Ça me conforte aussi. Autre signal technique qui me conforte dans cette anticipation négative sur le XAU-USD, c'est la structure technique du taux AUD-USD qui a réalisé donc un double rejet sous sa première résistance à 0,7350. Il y a une corrélation positive assez marquée entre le taux AUD-USD et le taux XAU-USD parce que l'un est une matière première, le second est une devise dite de matière première. Pourquoi? Parce que c'est une devise influencée par une politique monétaire très liée à l'évolution des prix des matières premières à l'exportation. Voilà, c'est vraiment comme ça que vous devez comprendre les choses. Et c'est pourquoi il y a une corrélation. L'euro se fiche complètement du prix des matières premières à l'exportation. Ce qui est très différent avec des devises comme le CAD, l'AUD ou le NZD. Donc moi d'un point de vue technique, le fait d'avoir vu le taux AUD-USD rejeté sous les 0,7350 me conforte. Le risque aujourd'hui sur l'AUD-USD c'est de retomber à 0,7270 et de briser le niveau. Donc ce sont tous ces éléments que je vais surveiller. Alors une question sur l'euro GBP. Alors je poursuis le suivi technique de l'euro GBP. Au-delà du GBP qui est sous l'influence des bons chiffres du PIB anglais mardi, d'un point de vue technique c'était juste parfait. Mise en évidence lundi par notre analyste Sylvain de cette oblique de tendance baissière. Mise en évidence hier par par Sylvain hier, pardon, une structure en épaule, tête-épaule intraday. Hier, pullback en fin de session européenne. Rejet. L'euro GBP est en train de casser cette ligne de tendance. Une des cibles théoriques de la épaule, tête-épaule, c'était les 0,70. Mais lorsque je vois le RSI H4 de l'euro GBP, je pense même que ce marché peut se replier en direction des 0,6975. Bon, vous allez avoir aujourd'hui un update sur le taux euro GBP et sur le câble via un article technique qui arrivera sur notre site ce matin. Donc voilà, on vous fera un peu le suivi de cette stratégie. Alors, le GBP AUD c'est vraiment propre aussi. Bon voilà, on tient toujours le support, ça relance. Bon bref, il y a tout un tas de... Ou le GBP NZD. Allez, c'est parti, signal de... Le GBP NZD va donner un signal d'achat. On tient cette oblique de tendance. Le RSI H4 du GBP NZD a donné un signal qui est très propre. Je pense que le dollar néo-zélandais, qui a bénéficié d'un rachat de short suite à la semaine dernière, la seconde baisse consécutive des taux de la RBNZ, là le GBP NZD est en train de sortir par le haut d'un wedge. Potentiellement c'est explosif à la hausse. Si on dépasse les 2,36, ce marché file à 2,40. Je le surveille, mais j'ai quand même des signaux précurseurs hyper bullish sur le GBP NZD. Donc au final, vous avez compris le topo. Les devises de financement sous pression, à savoir vente euro, vente yen. Un dollar US en force.
et les devises des matières premières sous pression. C'est ça le topo, concrètement. Voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. Merci donc d'avoir été attentifs. Je vous retrouve au morning meeting de 11 h pour faire un point. Les marchés actions de la zone euro, clairement, c'est pas gagné. C'est une reprise qui est progressive mais qui est très volatile, avec un marché qui fait une jambe de hausse mais qui retrace tout de suite et qui fait des retracements profonds, ce qui donne sur le CAC et le DAX ce type de comportement. Alors le marché grappille des points depuis lundi, et puis il nous fait un choc, puis une mèche basse et puis ça repart. À chaque fois on croit qu'il casse un support, il se stabilise, ça repaye. On pense qu'il franchit une résistance qui va accélérer, non, il retombe, etc., etc. Dans une reprise qui reste très progressive, qui m'invite, moi, à vous inviter, à vous concentrer sur ce qui me semble être vraiment directionnel cette semaine, et moins volatile en intraday, les paires de devises. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous au morning meeting de 11 h. On fera le topo sur les statistiques allemandes, sur le rapport mensuel de la BCE, et puis sur le suivi donc des tendances. Voilà, merci à tous et à tout à l'heure.